J'appelle des visages, des souvenirs. Et ce ne sont pas toujours ceux que j'appelle qui se présentent. Et comme s'ils n'attendaient que ça, ils affluent, en vrac, se donnant la main. Je les accueille sans savoir où ils vont me conduire, ni ce qu'ils vont produire. Répartis dans des dossiers étiquetés, descendus de leurs étagères, sortis de leurs tiroirs, les souvenirs sont là, déposés sur mon bureau, attendant avec impatience, espoir, que je prenne le temps de m'y arrêter. Il y a des choses dont on se souvient comme si c'était hier, et d'autres, quel plaisir, qui surgissent là, soudain, que j'avais oubliées au point qu'elles m'apparaissent nouvelles. D'autres encore, dont je ne mesurais pas l'importance, mais dans quoi, comme à mon insu, le temps a déposé ce que je vais m'acharner à comprendre et essayer de traduire. Oui, les souvenirs, il faudrait pouvoir leur parler. Ils doivent tout savoir de nos regrets, de nos remords. Robert Baubert. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté et saisi cette occasion formidable de rencontrer deux écrivains, deux créateurs que nous admirons beaucoup et que nous sommes vraiment très heureux de recevoir ce soir, Madame Rachel Hertel et Monsieur Robert Baubert, qui nous font l'honneur de leur présence dans notre librairie. Alors, il convient de vous présenter, donc, et de dire l'essentiel de carrières absolument impressionnantes. On peut dire de vous, Rachel Hertel, je ne vais pas parler de biographie, je vais parler d'état de service, parce que la biographie, je pense qu'elle va traverser cette soirée d'une manière ou d'une autre. De dire que vous avez enseigné la littérature américaine pendant de nombreuses années à Paris 7 Jussieu, que vous y aviez initié un cours autour de la littérature juive américaine, qui a été l'objet de votre thèse et d'une première publication. Et puis, vous avez créé un cours d'apprentissage du yiddish, qui a été le prémisse à une aventure assez exceptionnelle, qui a donné lieu à de formidables traductions et surtout à une découverte, celle d'un monde qui a été totalement détruit, mais qui survit dans la langue et la littérature, si peu qu'on la fasse revivre, que l'étincelle soit allumée. Donc je vais citer quelques-uns des auteurs que vous avez traduits, dire aussi que vous avez écrit un livre d'histoire sur le shtetl, la bourgade juive de Pologne, édité chez Payot, que vous êtes également l'autrice d'un livre qu'on pourrait considérer presque comme un livre-poème, qui s'appelle « Dans la langue de personne », poésie yiddish de l'anéantissement, dans la très belle collection de la librairie du XXIe siècle aux éditions du Seuil. Et puis vous êtes aussi la traductrice d'œuvres qui, sans vous, n'auraient pas été accessibles aux lecteurs français. Je pense à Les Brochmann de Deluche chez Buchet-Chastel. Je pense à La rue d'Isroël Rabon chez Julliard. Plus récemment, plus proche de nous, je pense à Avrom Moshe Fuchs, auteur un peu différent des autres, Sous le pont et autres nouvelles, tout récemment chez Buchet-Chastel. Et puis, un monument que vous nous avez permis de découvrir dans une partie de son œuvre, puisque l'œuvre est tellement vaste qu'elle paraît très difficile à cerner, mais grâce à votre travail, on a pu découvrir une extraction de l'œuvre monumentale d'Avrom Sutzkever, Heures rapiécées aux éditions de l'Éclat, un recueil de poèmes stupéfiant. Quant à vous, Robert Baubert, vous avez commencé il y a quelques années une carrière de cinéaste en étant assistant de François Truffaut notamment, et puis ensuite vous avez, avec Pierre Dumayet, auquel vous consacrez ce merveilleux dernier livre que vous avez publié, Par instant la vie n'est pas sûre, aux éditions POL, travaillé en tandem avec lui, rencontré des centaines et des centaines d'artistes et d'écrivains, parmi lesquels certains très fameux, je pense à Éric Deluca, je pense à Marguerite Duras, bien entendu, auxquels vous avez
vous avez donné une certaine image de ces écrivains par votre proximité et ce travail tout à fait singulier que vous avez mené avec Pierre Dumayet. Et puis, un jour, vous publiez un livre qui s'appelle Quoi de neuf sur la guerre. C'était en 1993 aux éditions POL. Et ce livre va changer beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de lecteurs, grâce aussi au prix du livre inter, mais surtout, il va, je crois, créer un attachement immédiat au regard très profond, très singulier, tissé à la fois d'émotion et de drôlerie, qui raconte aussi un monde disparu, celui de l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, autour d'un petit Pletzel et de quelques ateliers de confection. Voilà, un livre qui est une véritable source d'émotion. On suivit Bergeybeck. Alors, oui, j'ai mon petit tas de livres. Bergeybeck, alors là, je vais vous le montrer aux éditions Folio, parce que tous les bons livres existent en poche. Comme Quoi de neuf sur la guerre, bien entendu. Et puis le merveilleux, avec ce titre emprunté à Pierre Reverdy, On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Et donc, comme je le disais, tout récemment, mais c'est le seul que j'ai pas pris, bien entendu, par l'instant la vie n'est pas sûre, mais on retrouvera tous ces livres ici à la librairie pour ceux qui voudraient lire ceux qui ne le connaissent pas. Et on va continuer tout de suite avec une lecture. Alors cette lecture, c'est un texte important. C'est la voix de Georges Perec qu'on va entendre, où il sera question de souvenirs. Je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif. Ce que ça me fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt une absence, un silence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude, une certitude inquiète. Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Quelque part, je suis différent. Mais non pas différent des autres, différent des miens. Je ne parle pas la langue de mes parents. Je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir. Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient, eux, leur histoire, leur culture, leur espoir, ne m'a pas été transmis. Je n'ai pas le sentiment d'avoir oublié, mais celui de n'avoir jamais pu apprendre. C'est en cela que ma démarche est différente de celle de Robert Baubert. Être juif, pour lui, c'est continuer à s'insérer dans une tradition, une langue, une culture, une communauté que ni les siècles de la diaspora, ni le génocide systématique de la solution finale n'ont réussi à définitivement broyer. Être juif, pour lui, c'est avoir reçu, pour le transmettre à son tour, tout un ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, des goûts, des habitudes. Et c'est surtout avoir le sentiment de partager ses gestes et ses rites avec d'autres au-delà des frontières et des nationalités. Partager ces choses devenues racines, tout en sachant à chaque instant qu'elles sont en même temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes. Fragments d'oubli et de mémoire, gestes que l'on retrouve sans les avoir jamais vraiment appris, mots qui reviennent, souvenirs de berceuses, photographies précieusement conservées, signes d'appartenance sur lesquels se fonde son enracinement dans l'histoire, sur lesquels se forge son identité, c'est-à-dire ce qui fait qu'il est à la fois lui et identique à l'autre. Alors on entend dans ce texte issu des récits d'Elissa Eland, qui est un travail que vous avez conduit avec Georges Perec, autour de ce lieu de passage
ce lieu de transition pour nombre d'immigrés européens et pour nombre de juifs d'Europe, fuyant la situation, le sort qui leur était réservé en Europe. Il y a deux fils qui se nouent là, celui de la transmission et celui du souvenir. Ces deux pôles, ces deux fils se nouent pour chacun de vous deux dans votre œuvre, dans votre travail, dans votre recherche de façon très serrée. Quel est ce lien qui se tisse entre la transmission et le souvenir? Quelle est la part de réaliser? Quelle est la part aussi de ce qu'on recherche encore et qui restera peut-être pour vous aussi un mystère? Rachel, peut-être. C'est vrai que c'est un mystère, peut-être un peu moins grand que pour Robert, parce que je suis issue d'une famille dont les deux parents étaient écrivains yiddish. Mon père était poète yiddish et ma mère écrivait des romans en yiddish. Donc j'ai un lien qui est très serré, pourrais-je dire, ou comme on dit, tricoté serré, avec la langue et la culture yiddish. Et puis par ailleurs, comme j'ai voulu partager cette connaissance et cet amour du yiddish, j'ai formé, comme Pascal l'a dit, j'ai formé un enseignement du yiddish à l'université Paris 7, où j'ai essayé de faire passer l'histoire de la langue, sa beauté, son émotion, le son de cette langue, et aussi enseigner comment traduire cette langue. Parce que finalement, j'ai consacré une bonne partie de ma vie à traduire des textes qui seraient restés inconnus, en tout cas par les lecteurs français, et que seule la traduction leur donnait accès. Et je pense que, malheureusement, étant donné ce que fait l'histoire, cette langue, après le génocide, aussi avec l'assimilation linguistique qui faisait passer à la langue des pays d'insertion, des pays d'accueil, disparaissait d'elle-même avec les générations nouvelles. Et pourtant, ils avaient besoin de cette connaissance, ils avaient besoin de ce son, ils avaient besoin de cette lecture. Et c'est comme ça que, pour moi, le yiddish est à la fois une langue, comme on dit en yiddish, Mabeloschen, c'est-à-dire langue maternelle, et en même temps langue de réflexion, langue d'étude et langue de traduction. Et quand on traduit, on interprète en même temps. Et cette interprétation m'a vraiment nourri de toute cette littérature, de toute cette culture que j'essaye de transmettre, puisque la langue, étant donné la situation historique, cette langue est malheureusement en déclin. Alors, dans ce que disait Rachel à l'instant, cette fondue enchaînée d'une langue dans une autre, vous la connaissez d'une certaine manière, Robert Baubert, puisque vos parents parlaient yiddish, mais qu'autour de vous, et c'est un peu dans ce sens que témoigne Georges Perec, qui n'a pas eu, lui, cet apprentissage du yiddish, puisque ses parents ont été déportés et qu'il ne les a jamais revus, donc il a été coupé, en fait, aussi de cette racine-là. Quel est, pour vous, ce rapport au yiddish, et en quoi il est mêlé aux souvenirs qui sont les vôtres? Le yiddish m'est tombé dessus sans que je me rende compte, en fait. Moi, contrairement à Rachel, j'ai un parcours atypique.
mais beaucoup de Juifs ont un parcours atypique aussi, je crois. Alors, moi, je ne suis pas né en France. Je suis né à Berlin de parents qui sont venus de Pologne, qui ont eu la mauvaise idée d'aller en Allemagne, et qui en 1933, j'avais 1 an et demi, sont venus en France pour des raisons que tout le monde sait. Donc, né en 1931, donc quand en juin 1942 il a fallu mettre une étoile jaune, voilà, donc c'est quelque chose dont je me souviens très bien et qui m'a marqué tout en trouvant ça naturel, parce que je savais quel était le rapport à l'antisémitisme. On a fait avec, si je puis dire. Et arrêtant mes études au certificat d'études primaires, j'ai fait comme beaucoup de gens qui venaient de l'Europe de l'Est, pas seulement les Juifs, les Arméniens également. Il fallait faire un travail qu'on pouvait faire chez soi. Et donc ça pouvait être qu'un artisanat, c'est comme ça que j'ai appris à être tailleur. Quand j'ai appris à être tailleur, c'était pas pour... je n'étais pas triste de ne pas faire d'études, puisque dans mon environnement, la plupart de mes amis étaient rentrés dans le monde du travail à 14-15 ans. Et comme je croyais rester tailleur toute ma vie, du coup, je suis devenu un bon tailleur. Et voilà. Et puis, bon, petit à petit, ça m'a fait d'autres choses. J'ai été éducateur. Et ça a été le premier tournant, à mon avis. C'est quand j'étais au collonie de vacances en tant qu'enfant, il y avait autour de... C'était en 1945, il y avait autour de moi au moins un enfant sur 2 dont les parents n'étaient pas revenus de déportation. Et ça m'a beaucoup marqué, ce qui fait que quand j'ai eu l'âge d'être moniteur, je suis devenu moniteur, et la plupart des enfants dont j'avais la charge pendant cette période de colonie de vacances n'avaient pas leurs parents. Et c'est quelque chose qui fait que depuis, je suis toujours très attaché à l'enfance. Ils étaient plus fragiles, plus difficiles. Et certainement, il y a eu ce glissement vers quelque chose d'autre. Et ce qui fait que lorsque j'ai appris que Truffaut faisait un film avec des enfants, avec une classe entière, comme j'adorais le cinéma, je me suis dit que c'était peut-être le moyen. Et puis les enfants, voilà, j'ai réussi à convaincre Truffaut qu'il aurait besoin de moi. Et ce qui était vrai, d'ailleurs, il a eu besoin. Puis comme il savait que j'aimais le cinéma, donc j'ai travaillé avec lui sur Thérèse le pianiste ensuite, et Jules et Jim. Et puis, comme je voulais faire des documentaires, c'est une période où il n'y avait pas beaucoup de documentaires dans le cinéma, donc je suis rentré à la télévision. Et c'est là que donc, j'ai commencé à faire des films. J'ai fait la connaissance de Pierre Dumayet, et il trouvait ma manière de filmer intéressante, sauf que lui ne faisait des films que sur la littérature, et moi j'étais quelqu'un qui avait pratiquement pas lu. J'aimais bien la lecture, mais une fois de temps en temps. Et il a bien fallu que j'apprenne, et ce qui fait que j'ai abordé une manière de filmer différente à cause de ce passé que j'avais. Je ne tournais pas comme les autres. Voilà. Et en même temps, petit à petit, je voulais raconter quelque chose de ma vie. Et il y a un film que j'ai fait qui s'appelle Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise, qui est en fait une histoire. C'était la mention qu'il y avait sur mes papiers d'identité. Et j'ai eu envie de faire un jour un film, en allant retrouver les lieux
surtout mon père qui est resté beaucoup plus longtemps en Pologne, un film sur la ville, essayer de retrouver ce qui en restait. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Georges Perec, qui venait d'écrire W ou Souvenir d'enfance. Et je l'ai invité à la première projection de ce film. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai fait la connaissance de Rachel Hertel, c'était en février 1976. Et je crois que tu te souviens qu'à la fin, Georges Perec est tombé dans mes bras et il m'a dit voilà, par des moyens différents, on cherche la même chose, une sorte de recherche d'identité. Et voilà, donc après, j'ai continué à travailler, puis un jour, j'ai eu une idée nouvelle, et voilà, Tchaikovsky a eu le nez de savoir que c'était pas une nouvelle, mais un livre, et ça a été comme l'observateur. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu un écrivain à l'âge de 60 ans. C'est un âge assez jeune pour devenir écrivain. De toute façon, à 60 ans, à 20 ans ou à 60 ans, on est un jeune écrivain. À condition de vivre très longtemps. Rachel, je voulais vous faire rebondir sur ce que vient de dire Robert Bobert. Il a dit « Je me suis toujours intéressé à l'enfance ». Lorsque vous étiez enfant, vous ne vous intéressiez pas vraiment aux autres enfants, mais plutôt aux adultes. Lorsque vous viviez rue Papin, notamment, dans ce phalanstère yiddish, occupé par des familles, des intellectuels, où l'effervescence créative était optimale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment de votre enfance où finalement les autres enfants ne vous intéressaient pas ? Oui, c'est-à-dire j'ai un parcours un peu particulier aussi, comme tout le monde, comme tous les juifs de mon âge. J'ai un parcours un peu particulier parce que je suis née à Slonim, qui est dans la région de la Lituanie, polonaise à l'époque, et je suis née en juillet 1939, ce qui n'était pas le meilleur moment pour venir au monde. Et mon père était ébéniste et était représentant du syndicat des ébénistes dans ce mouvement qui s'appelle le Bund, qui était le mouvement socialiste juif. Et quand la Lituanie a été occupée d'abord par les Russes, avant d'être occupée par les Allemands, mon père a été déporté en tant qu'ennemi du peuple, puisqu'il était bouddhiste et non pas communiste, et il a été déporté donc, et nous avons été déplacés comme famille d'un ennemi du peuple en Sibérie. Et là, effectivement, je n'ai aucun souvenir de mon enfance jusqu'à l'âge de 9 ans, en gros. Je commence à avoir des souvenirs à partir de cet âge, à partir de 9 ans, quand justement, avec mon père adoptif et adopté, je me suis retrouvée à Paris, dans une maison qui accueillait des intellectuels, des artistes, des peintres, des écrivains, des poètes, rescapés d'Europe de l'Est. Et là, effectivement, contrairement à Robert, je ne me suis pas intéressée aux enfants, je me suis intéressée à tous ces créateurs qui m'entouraient, cette espèce de, de fourmilière, ou cette espèce de lieu où vivent les abeilles, où tout se parlait, tout se disait, tout s'agitait,
Et le soir, alors que les enfants allaient se coucher, moi je restais pour écouter les conférences, les lectures de poèmes ou de prose en yiddish. Et tout cela m'a nourri et m'a attaché à cette langue. Je ne comprenais pas tout, bien entendu, étant donné l'âge que j'avais, mais ce que j'entendais me parlait très fortement et m'attachait à cette culture. Et donc, je me suis retrouvée dans une sorte de phalanstère yiddish où la culture yiddish, je ne dis pas la culture juive, parce que c'est presque un peuple en soi, le peuple yiddish, et c'est là qu'est venu mon amour, non pas des enfants, mais mon amour des créateurs, des écrivains, des poètes, des peintres, et c'est cela qui m'a ensuite conduit vers ce qui devait devenir mon enseignement, puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'université et là j'ai pu créer précisément dans mon enseignement qui était consacré aux minorités des États-Unis, j'ai créé un cours sur la minorité juive des États-Unis et j'ai écrit ma thèse sur les écrivains juifs, non pas yiddish, mais les écrivains juifs américains. Et c'est là que j'ai fondé également un enseignement du yiddish, disant que les juifs formaient une minorité aux États-Unis, une minorité qui avait à la fois une langue et une culture et qu'il était intéressant de les connaître. Et c'est comme cela que je me suis intégrée dans l'université et dans la recherche sur ce domaine. Alors on va entrer un peu plus loin dans l'histoire du yiddish grâce à la lecture de mon complice du soir, Dominique Boissel. Alors Dominique, ça a été l'un des piliers du Théâtre de la Tempête pendant des années, l'assistant, le complice, le dramaturge de Philippe Adrien. Et c'est vraiment une grande chance que nous avons ce soir de pouvoir l'entendre, parce que ça a été un échange constant entre nous sur ces lectures, sur les sensations aussi qui ont été les nôtres dans cette immersion totale qui a duré quelques semaines et qui va durer encore longtemps après. Dominique va nous lire un texte de quelqu'un que vous avez connu, mais bien connu, qui s'appelle Régine Robin. C'est un extrait de son travail sur Kafka. À la fin du XVIIIe siècle, la pensée des Lumières rationalistes a forgé l'image d'une judaïté qui devait s'intégrer à la culture allemande, en adopter les mœurs et les coutumes et abandonner cet infâme jargon, le yiddish, langue ancestrale des juifs de la diaspora d'Europe centrale et orientale. Pour elle, le yiddish n'est pas une langue, mais un jargon sans règles, une mixture de langues, une langue de chimère. Langue impure, elle est la marque de l'exil, de l'esclavage dans la diaspora. Elle est la marque du ghetto et de l'humiliation. C'est une bâtarde ou encore une femme illégitime. À cette femme vieillarde en haillons, on opposera l'hébreu, la reine des langues, la langue de Dieu, la langue réglée, régularisée à l'extrême, logique et pure, ou bien l'allemand, ou encore les grandes langues européennes. Les tenants de cette pensée se sont faits avec constance les apôtres de la déyiddishisation, soit par l'assimilation à la langue dominante, soit en recherchant à faire de l'hébreu de leur époque une langue vivante. Mais l'opprobre jeté sur le yiddish a été total. Le yiddish, écrit Moïse Mendelssohn, est une langue de bègue, corrompue, déformée, répulsive aux yeux de ceux qui sont capables de parler de façon élégante et ordonnée. Le yiddish est associé au sombre Moyen-Âge, un passé détesté, à une langue sans grammaire et sans règles, inesthétique,
Et les mots pour en rendre compte sont toujours les mêmes. Déchets, ordures, saleté, guenilles. Le discrédit était tel, même en Europe centrale et orientale, que nombre d'écrivains s'interdirent d'écrire en yiddish. Abrahamovitch, dit Mendele, le colporteur de livres, décrit ainsi le climat qui régnait en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Je regarde la vie de mon peuple, je veux lui apporter des récits trempés aux sources de la vie juive du shtetl, dans la langue sacrée, en hébreu. Mais il ne comprend pas cette langue, il parle le judéo-allemand. Alors qu'advient-il de l'écrivain au bout du compte, après tout son travail, toutes ses pensées, s'il n'est en rien utile à son peuple? Cette question, pour qui je travaille, ne m'a pas laissé en repos. J'ai décidé, advienne que pourra, je m'exprimerai en yiddish. Alors, puisqu'on parle de Régine Robin, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'amour du yiddish, et puisqu'on parle de Kafka, puisque le livre de Régine Robin est dédié à Kafka, je vais vous lire un passage du discours que Kafka a fait devant l'Assemblée des Pragois, des Juifs de Prague, donc, qui étaient plus ou moins assimilés, et Kafka avait rencontré une troupe d'acteurs, la troupe de Lowry, qui était un théâtre relativement médiocre, mais que Kafka a absolument adoré, parce qu'il jouait en yiddish. Et voici ce que Kafka écrit, écrit dans son discours sur la langue yiddish. Le yiddish est la plus jeune des langues européennes. Il n'a que 400 ans et en vérité, il est beaucoup plus jeune que cela. Il n'a élaboré aucune forme qui soit douée de clarté dont nous avons besoin. Sa forme est concise et rapide. Il n'y a pas de grammaire. Les amateurs essaient d'en écrire, mais le yiddish est constamment parlé. Il ne parvient pas au repos. Le peuple ne l'abandonne pas aux grammairiens. Il ne se compose que de vocables étrangers, mais ceux-ci ne sont pas immobiles au sein de la langue. Ils conservent la vivacité et la hâte immobiles au sein de la langue. Ils conservent la vivacité et la hâte avec laquelle ils furent dérobés. Des migrations de peuples traversent le yiddish de bout en bout. Tout cet allemand, cet hébreu, ce français, cet anglais, ce slave, ce hollandais, ce roumain, et même ce latin, est gagné à l'intérieur du yiddish par la curiosité et l'insouciance. Il faut déjà pas mal de force pour maintenir des langues en cet état. Donc nous avons là deux visions opposées du yiddish. Le yiddish n'a pas été accepté de la même manière par les gens de la Haskalah, c'est-à-dire des Lumières juives, que par Kafka. Alors, c'est une vision magnifique de la langue yiddish. Tous les peuples traversent le yiddish à travers les mots. Le yiddish est une langue nomade et donc elle accueille à l'intérieur des mots venant de toutes les langues. Et que cherchait Kafka? Si vous avez lu sa lettre au père, vous saurez que Kafka était vraiment en conflit avec son père qui ne lui avait rien transmis du judaïsme, qui d'ailleurs n'avait rien à lui transmettre parce qu'il ne savait pas grand-chose.
Et pour Kafka, le yiddish est d'abord une langue jeune, pas 400 ans, ce qui est faux. Le yiddish est né au XIe et XIIe siècle en Rhénanie, près de Mayence. Et donc, c'est le moment où naissent finalement toutes les langues vernaculaires. Ce n'est plus seulement le latin, qui est la langue des savants, mais ce sont des langues vernaculaires, c'est-à-dire des langues parlées qui deviennent écrites. Donc, première erreur de Kafka. Mais première erreur qui lui permet de se donner cette description magnifique du yiddish comme langue nomade et comme traversée par toutes les langues du monde, et qui par conséquent représente pour lui l'inverse de ce qu'il a reçu dans sa famille, plus ou moins inculte, et qui rejetait le judaïsme comme quelque chose qui a été décrit par Cohen, qui est l'auteur de cette diatribe contre le yiddish. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Kafka, qui ne savait pas le yiddish, ses parents ne parlaient pas le yiddish, ils parlaient l'allemand et le tchèque, et donc pour lui le yiddish était une sorte de, comment dirais-je, était une sorte de lieu de refuge. C'était pour lui, qui ne connaissait pas cette langue, elle était pour lui une sorte de terrier. Elle était un utérus maternel. Il ne la connaissait pas, mais il écrivait dans ses notes je ne peux pas appeler ma mère Mutter, parce que c'est un mot allemand. Je ne peux l'appeler que Mame, qui est un mot yiddish, alors que par ailleurs, il ne savait pas le yiddish. Donc, il voyait dans cette langue une sorte de, comme j'ai dit, de terrier, et il voulait s'y réfugier, ce qu'il n'a jamais pu faire, et il sentait que une sorte de primitivisme, je dirais, du yiddish. Et c'est ce primitivisme, c'est-à-dire cette authenticité qu'il voyait dans le yiddish, l'inspirait et l'attirait. Et dans ces conditions, il a fait une conférence pour les acteurs, pour présenter ces acteurs médiocres, mais les acteurs qui jouaient en yiddish. Il les a présentés donc à son public pragois en disant, en commençant, vous savez beaucoup plus de yiddish que vous ne pensez. Et continuant son discours en allemand, ce que dont je vous ai cité une partie. Et je crois que là encore, Kafka se trompe, mais heureusement qu'il se trompe, parce que ça nous a donné cette vision d'une langue monde en quelque sorte, puisqu'elle inclut toutes les langues auxquelles elle est confrontée. Et dans ces conditions, il pensait que c'était véritablement la langue qui était une langue monde, une langue qui accueillait tout le monde, y compris lui qui ne la savait pas. Et donc, ça donne ces magnifiques lignes sur ce qu'est la langue yiddish, mais Kafka, ce qu'il ne savait pas, que en même temps, lui ne connaissait rien ni de l'histoire
ni de la création en langue yiddish. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que lui écrivait ces choses extrêmement modernes, en yiddish s'écrivait en même temps tous les modernismes européens. Tous les auteurs juifs étaient plurilingues puisqu'ils étaient à la fois yiddishophones et hébraïsants, et ils avaient le yiddish, et les écrivains et les poètes yiddish étaient inspirés par leur langue d'accueil, étaient inspirés par tous les mouvements modernistes, c'est-à-dire par l'expressionnisme, le futurisme, aux États-Unis, le mouvement s'appelait, je ne me souviens plus comment, mais peu importe si je l'ai dans mes notes, mais en tout cas, le futurisme, l'expressionnisme et autres mouvements, le surréalisme, le dadaïsme, les auteurs yiddish les connaissaient et s'en inspiraient, et c'est comme ça que leur création est devenue une sorte de caisse de résonance de l'ensemble des mouvements modernistes. Et ça, Kafka ne le savait pas, parce que pour lui, le yiddish avait au contraire la vertu d'être quelque chose de primitif et donc de maternel et intérieur dans lequel il pouvait se réfugier. Donc, grâce à ces erreurs, il a écrit une des plus belles pages sur la langue yiddish qu'il ne connaissait pas. Alors, langue nomade, langue monde, c'est un peu ce que vous avez éprouvé dans votre expérience. Dominique va nous lire un extrait de Par instant, la vie n'est pas sûre, de cette expérience tout à fait singulière de vivre en yiddish. À Jérusalem, dans la vieille ville, où en fin d'après-midi je tournais quelques plans, une jeune femme apparemment intéressée et curieuse de savoir ce que nous tournions s'avança vers moi et s'excusant, en anglais, de ne pas parler l'hébreu, me posa la question. Je connaissais suffisamment l'anglais pour comprendre sa question, mais pas assez pour lui répondre. Aussi, avec précaution et presque sûr d'une réponse négative, je lui ai demandé si elle comprenait le yiddish. C'est son sourire qui m'a d'abord répondu. Il illuminait son visage. Oui, oui. Elle comprenait le yiddish et me remerciait de le parler. Le yiddish que nous parlions n'était pas fameux, mais il disait d'où nous venions l'un et l'autre. Oui, c'était ça. Nous avions reconnu ce qui subsistait en nous du yiddish, ce que nous avions conservé, ou plus exactement, celui qui ne nous avait pas quittés. Et pendant des heures, apprenant l'un de l'autre d'où venaient les parents, les grands-parents, nous avons marché dans Jérusalem. Plus habitués à entendre le yiddish qu'à le parler, la recherche des mots que depuis longtemps nous n'avions pas prononcés devenait un plaisir. Leur retrouvaille déclenchait chaque fois un éclat de rire. Et bien sûr, nous n'avons pas échappé au moment où sont venues les chansons. À tour de rôle, nous disions un titre, et la chanson aussitôt suivait, puis sont venues les lectures. Est-ce que j'avais lu Elie Wiesel ? Oui, j'avais lu Elie Wiesel. Et Philippe Roth, et Malamud, et Saul Bellow, et Singer, qui écrit encore en yiddish. Et comme avec les chansons, les titres suivirent. Ils parlaient pour nous. Il y a eu, j'en suis certain, des moments de silence venus interrompre notre conversation pendant lesquels, j'en suis aujourd'hui persuadé, tout continuait à se dire. Nous étions originaires du même shtetl, le yiddish. C'est une belle page. Ben oui, il y a des rencontres, d'ailleurs, parce que ma vie, j'ai presque envie de dire, n'est faite que de rencontres.
Le N est peut-être un peu trop, mais bon, gardons-le pour le moment. Et donc il y a eu cette rencontre à Jérusalem, et on n'a pas du tout parlé du film que j'étais en train de tourner, puisque c'était autre chose. Voilà, donc elle, née aux États-Unis, de parents venant de l'Europe de l'Est, moi, né à Berlin, mais vivant en France, de parents également, voilà, on se retrouvait là, et c'était comme si on s'était toujours connus. Et ça, c'est un des mystères, voilà, c'est de se reconnaître alors qu'on ne s'est encore jamais vu. Et voilà, c'est pourquoi j'ai tenu à... Et c'est pourquoi je vais un peu plus loin, je dis que finalement, le yiddish est un bon passeport. Alors on va continuer sur cette idée de... On va revenir plutôt sur cette idée de ce que dit le fait de traduire du yiddish. Traduire le yiddish, c'est peut-être un peu plus que traduire d'une langue dans une autre. C'est aussi faire un acte de mémoire. C'est témoigner. Oui, traduire du yiddish, c'est des choses complexes. Ça pose les problèmes de la traduction en général. Techniquement parlant, ce n'est pas plus compliqué que de traduire de l'anglais, ce que j'ai fait également. Mais c'est émotionnellement que les choses sont très différentes. Quand on traduit du yiddish en français, comme c'était mon cas, je sais qu'aucun de mes lecteurs, aucun des lecteurs de mes traductions ne retournera à la langue originale, ou rarement. Et donc c'est déjà un problème qui est douloureux. L'autre aspect, c'est comme vous dites, de témoigner. On témoigne de ce qui a été par ce que racontent les textes, par ce que disent les textes, et on témoigne aussi par l'émotion que l'on éprouve en traduisant ces textes. Or, ces textes induisent aussi un sentiment non seulement de témoignage, mais aussi un sentiment de deuil. Un sentiment de deuil parce que on sait que ce qu'on a traduit, on l'a traduit parce que justement, il n'y a plus ou très peu de lecteurs du yiddish. Et donc, c'est une expérience émotionnelle beaucoup plus forte que quand on traduit de l'anglais, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, à la fois, témoignage, plaisir, bien sûr, et deuil se conjuguent dans la traduction du yiddish. Et ce que j'ai fait, ça a été effectivement associer tous ces sentiments, toutes ces émotions, et me permettait en même temps d'essayer de réparer, de permettre que cette littérature qui ne survit pas plus dans la langue originale, tous ces textes qui n'est pas lu en tout cas dans sa langue originale, pourrait survivre. Et c'est pour ça que je me suis attachée et que je me suis à apprendre, à enseigner la traduction et à la pratiquer parce qu'elle réunissait ces trois affects, c'est-à-dire le bonheur de traduire, la tristesse de savoir que, en traduisant, je permettais aux gens de connaître ces textes, mais en même temps, je savais que je faisais en même temps le deuil de la disparition de cette langue.
pour prolonger ce que vous venez de dire, Dominique va lire un passage de Brasier de mots, qui est un livre que vous consacrez au yiddish, à sa traduction, livre qui est aujourd'hui indisponible, donc c'est un peu difficile de se le procurer, mais on va se mobiliser pour le faire rééditer, et je pense que c'est une bonne idée de faire entendre quelques phrases de ce texte, publié chez Liana Lévy. Traduire le yiddish aujourd'hui, après son éradication par le génocide nazi, est un acte à la fois d'urgence et de violence. La mort de cette langue, désormais absente, est souterrainement, sourdement présente, fait de sa traduction la transgression d'un tabou, maintenant que le yiddish s'est substitué d'une certaine façon à l'hébreu dans l'ordre du sacré. Sacralisation des modes de vie détruits, des lieux abolis, sacralisation des disparus, sacralisation du yiddish lui-même, langue réduite en cendres. Le yiddish parle du fond d'une double mort, la mort du peuple et la mort de la langue. La traduction du yiddish a donc ceci de particulier, d'unique même, l'acte de traduction se confond avec l'acte de témoigner, du témoignage de l'anéantissement. Le sans-parole fait parler le parlant, écrit Giorgio Agamben. Paul Celan, Elie Wiesel, Primo Levi et d'autres rescapés affirment tous pourtant l'impossibilité du témoignage. Nul ne témoigne pour le témoin, dit Paul Celan. Elie Wiesel. Ceux qui n'ont pas vécu l'expérience ne sauront jamais. Ceux qui l'ont connue ne parleront jamais. Pas vraiment, pas complètement. Le passé appartient aux morts. Et Primo Levi confirme. Nous, les survivants, nous ne sommes pas les vrais témoins. Ceux qui ont vu la Gorgone ne sont plus là pour dire. Et il ajoute, nous parlons à leur place, par dérogation. C'est de cette place, de cette dérogation, de cette parole dite pour un tiers, et qui dit son incapacité de dire, que le témoin du génocide tire son autorité. Tout en disant que les seuls vrais témoins sont les engloutis, c'est de l'absence de leur parole que naît la parole du témoignage. Alors moi je trouve qu'il y a quelque chose de très singulier chez vous, Robert Baubert, et notamment dans Quoi de neuf sur la guerre, c'est que vous réussissez une prouesse sensible et peut-être très astucieuse, c'est de faire entendre le yiddish dans le français, sans accentuer le français, mais en introduisant des éléments qui font que ce français, dans les conversations entre les ouvriers des ateliers, ne sonne pas comme du français exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes parvenu à faire entendre le yiddish dans votre écriture? Oui, c'est pas un calcul de ma part, hein, c'est que en plus du deuil dont a parlé Rachel, il y en a un autre qui s'ajoute, c'est l'accent yiddish. La génération de mes parents, enfin la plupart des parents de ma génération, leurs parents sont venus de Pologne, de Roumanie, de Russie, de Lituanie, sont venus en France avec leur accent, et pendant longtemps, il y a eu cet accent. Parce que quand on arrive adulte dans un pays, surtout lorsqu'on ne fait pas d'études, on conserve l'accent. Georges Perec était venu à la bar mitzvah de mon fils aîné, et à un moment donné, je vois Perec parler avec mon père. Alors mon père savait qu'il était Perec, mais il n'avait jamais lu un bouquin pas seulement de Perec, il n'avait jamais lu de livre. Voilà. Et ils parlaient tous les deux, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se racontent? Et par chance, il y a eu une photo faite où ils sont tous les deux. Et ce jour-là, j'ai compris ce que Perec écoutait. Ce n'était pas les mots que mon père disait, mais c'était son accent. L'accent dont il avait été privé.
il se disait, ce monsieur qui parle, c'est comme ça que mon père parlait. Voilà. Et cet accent maintenant aussi a disparu. Je connais personne. Tu connais encore quelqu'un qui parle comme ça en yiddish? Moi non plus. Voilà. Alors du coup, j'oublie la question. Oui, non, en fait, vous y répondez très bien. Non, mais c'est dans le phrasé, en fait. Oui, ah oui. Le phrasé de l'écriture, oui. Alors, on sent quelque chose. Voilà. Quand j'écris Point d'Or sur la guerre, ça se passe dans un atelier, des ateliers que j'ai très bien connus, de 14 ans et demi à 22, 23 ans. Et c'était donc juste après la guerre. Et dans les ateliers, c'était des gens qui on essayait de se reconstruire sans se le dire, mais on se reconstruisait par le travail. Et donc, je vous entendais parler, il y en a qui me parlaient en yiddish, je répondais en français, comme avec mes parents. Et quand j'ai écrit Quoi de neuf sur la guerre, à chaque fois qu'il y avait un dialogue, j'entendais comment il parlait, et je ne supporte pas les accents, quels qu'ils soient, écrits. Parce que voilà, ça sonne toujours faux. Un accent s'écoute, ne se lit pas. Et je me disais les phrases en yiddish, que je me traduisais aussitôt en français, sans accent, mais il suffit des fois de déplacer une virgule, de déplacer la place du verbe dans une phrase, et je me disais les mots, les phrases à voix haute, et je les écrivais. Alors je ne sais pas ceux qui ne comprennent pas le yiddish, comment ils ont lu, voilà. Mais beaucoup de yiddishistes m'ont écrit une lettre en disant « Votre livre, vous l'avez écrit en français, mais on l'a lu en yiddish. » Et c'est une forme de traduction, si l'on veut. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Il fallait que je fasse attention parce que tout le monde n'était pas juif dans les ateliers. Voilà, donc j'ai créé cette relation et ça m'est venu comme ça. Mais c'était pas du tout un calcul, c'était l'oreille et un peu le cœur aussi qui écrivait. Alors en détruisant un peuple et sa langue et sa culture, on mutile au-delà même de l'horreur que ça représente, quelque chose qui est le fil sur lequel on se déplace, qui est le temps. Et on va encore faire appel à Brasier de Meaux, votre livre, H. Bertel, par la voix de Dominique Boisset. Le judaïsme est une religion de l'histoire, une religion du temps. Tandis que les dieux d'autres peuples étaient associés à des lieux ou à des choses, le Dieu des prophètes était le Dieu des événements, écrit Abraham Eshel. Les actes qui en découlaient déterminaient l'histoire, scandaient le temps juif. Les événements liés à l'extermination abolirent brusquement ce schéma millénaire. Plus de volonté divine, plus de créateur omnipotent, plus de libre arbitre pour s'affronter dans le temps, dans l'histoire. Irruption des forces, non pas de la nature et du cosmos, mais de l'arbitraire et du chaos. L'histoire perdait tout sens et toute lisibilité. Quel sens donner désormais au moment clé de cette histoire? L'alliance du peuple d'Israël avec son Dieu, le sacrifice d'Isaac, la libération des esclaves et l'exode d'Égypte, le don de la Torah, la destruction du premier temple, l'exil et le retour des exilés, la destruction du second temple et l'espérance messianique. L'extermination annule rétrospectivement les événements mêmes par lesquels Dieu s'est révélé dans l'histoire, donc dans le temps. Ni temps cyclique, ni éternel retour. L'axe temporel lui-même est brisé net dans sa fuite vers l'infini. L'extermination a installé un temps sans retour. L'espérance messianique a perdu tout sens. Le peuple juif a traversé les siècles dans l'attente de la venue du Messie. Et tout comme il était porteur de la Torah,
il était aussi porteur de l'espérance messianique. L'extermination de ce peuple anéantit la possibilité même de l'avènement. Le désastre est irrémédiable. Il n'y aura pas de retour des exilés, car il n'y a plus d'exilés. Il n'y aura pas de restauration de la Jérusalem terrestre, ni de la Jérusalem céleste. Le temple ne sera pas rebâti. Il n'y aura jamais de règne de la paix. Et pourtant, il faut essayer de trouver la paix. Et je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais dit avant en parlant des modernismes du yiddish, c'est que, comme j'ai dit, il se trouvait dans toutes les... un peu éparpillé dans le monde. Il a disparu, comme tous les autres modernismes, dans les années 30, c'est-à-dire dans les années où sont arrivés les totalitarismes. En Italie, le fascisme, en Allemagne, le nazisme, en Union soviétique, le stalinisme. À ce moment-là, le modernisme yiddish, comme les autres modernismes, ont été étouffés. Et c'était à la veille de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait encore 11 millions de locuteurs yiddish. Avec la Shoah, les choses changent. Et il y a une espèce d'ironie macabre, parce que après la Shoah, il y a eu plus de publications en yiddish qu'avant la guerre. Tellement il y avait la volonté de faire vivre cette langue, cette culture et ce mode d'être, en fait. Et donc, la production littéraire yiddish a explosé. Mais évidemment, les thèmes abordés ont changé diamétralement. Ça a été, bien sûr, il a continué à y avoir des romans comme d'habitude, des nouvelles, mais il y a eu aussi une écriture de la Shoah, une écriture de ce qu'on appelle en yiddish le Churban. Le Churban, c'est-à-dire la destruction, comme était la destruction des deux temples. Et c'est pour ça que le même mot a été repris pour parler de cette dernière destruction des Juifs. Mais la macabre ironie de ce fait, c'est précisément qu'il y a eu une explosion de la littérature yiddish avec des thèmes, bien sûr, comme j'ai dit, qui ont changé. Et ce qui fait que la plupart des livres que j'ai traduits sont sortent de cette impossibilité de ne pas écrire et de cette impossibilité d'écrire. Il y a, pour ceux qui ont écrit sur la Shoah, cette double impossibilité. Il leur fallait écrire et en même temps, c'était une épreuve extrêmement douloureuse. Et parmi les livres qui, à mon sens, donnent le plus grand sens à ce que je viens de dire, il y a celui de Rochman, À pas aveugle de par le monde, que vous n'avez pas mentionné, mais qui est, à mon sens, un des livres qui marque le plus profondément cette double impossibilité, à la fois l'impossibilité de ne pas écrire ce que représente
le Hurm, la destruction, et l'impossibilité de l'écrire. Et donc, je crois qu'il a fallu que cette littérature se développe et donne probablement les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature yiddish en prose, mais essentiellement en poésie. La poésie yiddish, je pense, contrairement aux témoignages, contrairement au travail des historiens, toute chose indispensable bien sûr, cette littérature du Hurm donne non pas la véracité et la matérialité des choses, mais le vécu de cet assassinat, de cette extermination. Et c'est pour ça, je crois, que ce qu'il y a de plus important dans la littérature yiddish d'après la Shoah, c'est effectivement la poésie qui exprime le plus de vérité, non pas de véracité, mais de vérité de cette expérience. Et en plus de la Shoah, c'est qu'il y a eu aussi en 1952, en Union soviétique, ce qu'on a appelé la nuit des poètes, c'est-à-dire que les plus grands poètes de l'Union soviétique qui écrivaient en yiddish ont été exterminés le 12 août 1952. Donc, à la fois à la Shoah s'ajoutait cet assassinat dans une société à laquelle les juifs, nombreux juifs, avaient aspiré avant la Révolution. Et donc c'est doublement tragique parce que ceux qui avaient cru à la possibilité d'une écriture en Union soviétique, ceux-là même ont été exterminés parce qu'ils ont tous participé au comité juif antifasciste et donc ont été en contact avec les pestiférés qui étaient les peuples occidentaux, les États-Unis, pour aider à la lutte contre le fascisme et contre le stalinisme de manière plus clandestine, parce que ce n'était pas possible de le faire autrement. Donc, le yiddish, à partir de ce moment-là, a commencé à décliner, aussi bien dans les pays qui avaient été marqués par le Hurm, par la Shoah, et dans les pays qui, en principe, devaient apporter l'éclosion de cette littérature, ce qui a été le cas au début avec la Révolution et a été également écrasé par la suite. Et donc, on assiste maintenant au déclin de cette langue et de sa création. Il n'y a que quelques juifs rescapés de l'Union soviétique ont continué à écrire très peu et l'écriture en yiddish est devenue quelque chose qui est de l'ordre du fantomatique. Et comme disait Bashevis Singer lors de son discours pour l'obtention du prix Nobel, quand la fin des temps arrivera et qu'il y aura la résurrection des morts et que
les morts sous terre marcheront sous terre pour aller retrouver ce qu'il y a de juifs, eh bien, à ce moment-là, la première chose qu'ils demanderont, c'est quel est le dernier roman, quel est le dernier poème qui a été écrit, parce qu'on veut absolument les lire. Alors pour rester un peu sur cette idée de la paix, Robert Baubert, Oui. il y a une scène très marquante dans Bergerac où, lors d'un repas, une enfant se met à pleurer toutes les larmes de son corps, comme si d'un seul coup un abîme s'ouvrait sous ses pieds. Et là, le narrateur n'a pas d'autre ressource, puisque les mots sont parfois impuissants, bien de lui faire écouter de la musique. Quel est le rôle de la musique dans ce processus de lutte contre l'envahissement du désastre? Le rôle de la musique, pas seulement dans ce cas-là, mais le rôle de la musique est majeur. Enfin, quand je ne connais pas un autre art, un autre moyen d'expression qui déclenche en quelques secondes une émotion aussi forte que la musique. Écoute une chanson. Une berceuse, au bout de 2 vers, hop, on craque. Et voilà, donc la musique, c'est... moi j'ai beaucoup fait écouter de la musique aux enfants dans les colonies de vacances, et pas seulement de la musique juive. Le jazz aussi. Le jazz, Fats Waller, Art Batoum, etc. Voilà. Donc c'était quelque chose en plus qui emmenait les enfants ailleurs que... voilà. Et alors il y a quelque chose aussi... en yiddish, ça n'a pas été dit, toute la littérature mondiale a été traduite en yiddish. Avec les plus gros auteurs. Et quand on va à la maison de la culture yiddish, il y a des milliers de livres. Quand Éric Duncan est venu à Paris, je l'ai emmené à la maison de la culture yiddish. Je lui ai dit, tu vois, regarde, il y a tout le monde. Il me dit, et Don Quichotte? Et il y avait Stokniborski qui était là, qui apparemment devait connaître tout par cœur, hop, a sorti le bouquin, et j'ai vu l'émotion d'Éric Duncan tenant en ses mains le Don Quichotte entre ses mains. Alors malheureusement, on ne traduit plus rien en yiddish. Mais j'ai eu une surprise il n'y a pas très longtemps. C'est que, à la suite du dernier livre, j'ai reçu beaucoup de lettres. Et je n'ai pas répondu à toutes les lettres, c'est pas possible. Je répondais surtout aux lettres qui étaient des appels. Et des fois, il y avait autre chose que la lettre qui arrivait. Un jour, j'ai reçu un manuscrit en yiddish. Alors, je ne lis pas le yiddish. Et la lettre qui accompagnait ce manuscrit, ou manuscrit qui accompagnait la lettre. J'ai tenu à rencontrer l'auteur, et je vais vous lire quelque chose qui ne paraîtra que dans le prochain livre, mais toujours sous forme de lettre à Pierre Dumayet. Alors le début, enfin on ne le voit pas d'ici, il y a 7 lignes qui sont écrites en yiddish. Pardon, il faut que je change de lunette. C'est bien sûr à Pierre Dumayet que j'écris cette lettre. Ces lignes que tu as devant toi sont écrites en yiddish. C'est une langue que je comprends, mais que je ne sais ni lire ni écrire. Elles sont extraites d'un manuscrit qui accompagnait une des lettres reçues. Il y a eu des lettres qui m'ont donné envie de rencontrer leur auteur.
Assis à une terrasse de café, j'ai donc rencontré l'auteur de ce manuscrit. Elle s'appelle Michel Oubrevitch et m'a raconté son histoire. Elle avait retrouvé, il y a une quinzaine d'années, un paquet de lettres écrites en yiddish. C'étaient des lettres que sa grand-mère avait écrites de Russie à son père, arrivant en France dans les années 30. Alors, comme si elle avait entendu ton conseil, lire les lettres de Flaubert est la meilleure façon de s'approcher de lui. Pour se rapprocher de sa grand-mère qu'il n'avait pas connue, il fallait, pour lire ces lettres, apprendre le yiddish, non pas comme une langue étrangère, mais comme une langue qu'elle allait ressusciter en elle. À la maison de la culture yiddish, elle a appris l'alphabet, puis les mots, et petit à petit, l'une après l'autre, elle réussit à déchiffrer les lettres de sa grand-mère. Puis, timidement sans doute, elle a lu les livres qu'il fallait lire, Sholem Aleichem, Yitzhak Leibush Perez, d'autres encore. Et puis un jour, je ne me souviens plus comment, elle est tombée sur les récits d'Elysée Land. Et parce qu'à aligner des pages d'écriture, quelque chose s'était mis en marche, elle s'est dit, comme si c'était la justification de ses efforts, de son apprentissage, que ce texte devait être traduit en yiddish. Elle s'est dit, mais je mettrai le temps qu'il faut, j'y mettrai l'énergie nécessaire, mais je traduirai ce texte de Georges Perec. Et le manuscrit qui accompagnait la lettre que j'avais reçue, c'était la traduction en yiddish des récits d'Elysée Land. Je ne sais pas si cette traduction est une bonne traduction. Je ne sais pas si ces mots sont au plus près de ceux qui furent d'abord écrits par Georges Perec. Je ne sais même pas si j'ai envie de le savoir, parce que cette question est secondaire. Ce qui importe, c'est que cette traduction a été faite, qu'elle ait une existence, qu'il lui a été donné un corps. Et parce que ce texte en yiddish a maintenant un corps, j'ai tenu à le montrer sur un grand écran à Bordeaux, à l'occasion d'une table ronde consacrée à Perec. Et j'ai dit, les lignes que vous voyez sur l'écran, c'est ce texte. Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Quelque part, je suis différent. Mais non pas différent des autres, différent des miens. Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent. Je ne partage aucun des souvenirs qu'ils peuvent avoir. Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient eux. Leur histoire, leur culture, leur espoir ne m'a pas été transmis. Et j'aurais aimé que Georges Perec sache que quelque part, une personne l'avait entendu dire « Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent » et décider que ces mots, on puisse maintenant les lire dans la langue que parlaient ses parents. Merci. Alors peut-être, oui, on va peut-être légèrement, parce qu'on allait aborder la question de la poésie, et donc on va changer un peu nos plans avec Dominique. Et je pense que vous avez pris un petit livre, Rachel, et je crois deviner, je crois que deviner que... Écoutez, je pense que, parlant du yiddish, il serait peut-être... parlant du yiddish, il serait peut-être intéressant d'entendre le yiddish. Et donc, j'ai apporté un livre qui est une traduction de poèmes d'un auteur qui s'appelle Jacob Gladstein, que je vais vous lire en traduction d'abord et ensuite en yiddish pour que vous ayez le son de la langue dans l'oreille. Alors voici le texte en français. Il s'appelle « Sans juif ». Sans juif, il n'est pas de Dieu juif. Si nous venons à disparaître du monde, s'éteint la lumière de ta pauvre demeure. Du jour où Abraham t'a reconnu dans la nuée, ton feu brûlait sur nos visages, rayonnait dans nos yeux, et à notre image, nous t'avons créé. Dans chaque pays, dans chaque ville, nous amenions un étranger, le Dieu juif. Chaque tête juive fracassée est le vase divin humilié, brisé, car nous étions ton réceptacle de lumière, le signe tangible
de ton miracle. Aujourd'hui, par millions se comptent nos têtes mortes. Les étoiles autour de toi s'éteignent. Ton souffle se ternit. Ton règne s'achève. Notre semence et notre floraison sont calcinées. La rosée pleure sur des herbes mortes. Notre rêve et notre réalité profanée meurent tous deux. Dorment des communautés entières, nourrissons femmes, jeunes, vieux, même tes piliers, tes rochers, les 36 justes puissants, dorment d'un éternel sommeil de mort. Qui te rêvera? Qui se souviendra? Qui te reniera? Qui te cherchera? Qui, par pont de nostalgie, te quittera pour revenir? La nuit est éternelle pour un peuple mort. Ciel et terre effacés. La lumière s'éteint dans ta pauvre demeure. La dernière flamèche de notre dernière heure vacille. Dieu juif, bientôt tu n'es plus. Ça c'est donc de Jacob Gladstein, et énormément de poèmes écrits en yiddish après la Shoah évoquent Dieu, alors que la plupart de ces personnes n'étaient pas pieuses, n'étaient pas religieuses. Mais Dieu était la seule figure poétique possible pour exprimer l'horreur du génocide. Et donc, nous avons beaucoup de poèmes, d'après la Shoah, qui expriment, qui s'adressent à Dieu, dont un texte que je viens de vous lire, et que si vous avez la patience, je vais vous lire en yiddish. On Jiden wird nicht sein kein jiddischer Gott. Jeder Höhe weg von der Welt verlöscht sich das Licht von deinen Ohren gezählt. Sind Avrom hat dich in Wolken erkennt, was du auf alle jüdische Pennemer gebrennt, von allen jüdischen Augen gestrahlt, und wir haben dich geformt in unserer Gestalt. In jeder Land, in jeder Stadt ist mit uns euch gewählt Ager, der jüdische Gott. Jeder zerschmetterter jüdischer Kopf ist ein verschämter, zerbrochener, göttlicher Top. Weil wir seinen gewählt ein lichtig Gefäß, der Wortzeichen von deinem Moschesdicken Ness. Jetzt zählen sich in die Millionen unsere Tote Käpp. Slöschen sich herum dir die Sterne. Das Gedächtnis von dir wird verdunkelt. Dein Malchus wird bald aufhören. Der jüdische Verseh und Verpflanzt ist verbrennt. Auf Tote Großen wehnen die Teuen. Der jüdische Cholem und jüdischer Wort geschämt. Sie starben in einem. Es schlafen jedes in einem. Es schlafen jedes Ganze. Äuferlich, freuen, junge Leid uns gehen. Viele deine Seelen, die Felsen, die stammige Dwownikes, schlafen erteuten an ewigen Schlaf. Wer wird dich holen? Wer gedenken? Wer wird dich leugnen? Wer wird dich denken? Wer wird zu dir auf der verbrannte Brief weg von dir, die zu kommen zurück? Die Nacht ist ewig verratet Volk. Himmel und Erde abgewischt. Es löscht sich das Licht in dein Wort gezählt.
Sweater die letzte jüdische Show, jüdischer Gott, bis Scheibbaud nicht da. Et le même Gladstein écrivait dans un de ses poèmes que je supplie le Dieu auquel je ne crois pas. Alors peut-être peut-on prolonger par soit la langue de personne, l'extrait prévu, ou peut-être directement un autre poète que vous pourriez nous présenter, qui est un poète important. Je vais apporter que Peut-être nous dire quelques mots sur Katzenelson pour ceux qui ne le connaissent pas, et Dominique a préparé un extrait de la lecture. Ah oui, oui, ça me semble très important. Vous voulez le présenter? Ouais. Katzenelson est un... Votre micro. Pardon. Katzenelson est était de Lodz. C'était quelqu'un qui enseignait l'hébreu, qui évidemment communiquait en yiddish. Et quand la guerre a éclaté, il s'est sauvé de Lodz, croyant pour pouvoir survivre à Varsovie. Et à Varsovie, il a continué à militer. Il était du Poale Zion, c'est-à-dire des sionistes de gauche. Il a continué à écrire aussi bien en hébreu qu'en yiddish. On lui avait dit qu'il pourrait peut-être se sauver avec un visa pour l'Amérique du Sud, je ne me souviens plus quel pays. Et en fait, il a été amené à Vittel, où il y avait un camp un ghetto. Donc il a été amené à Vittel, dans le ghetto de Vittel, et là, il a écrit son dernier poème qui s'appelle le poème, le chant du peuple juif assassiné. Et c'est cet extrait-là, je pense, qui illustrera ce qu'il écrit. Comment chanter dans un monde devenu pour moi désert? Comment chanter quand mes mains sont des nœuds de douleur? Où sont mes morts? Je cherche mes morts, ô Dieu, dans toute immondice, dans les monceaux de cendres. Mes morts, où êtes-vous? Criez au fond du grain de sable, au fond des pierres, du fond de la poussière, du fond de la flamme, du fond de la fumée. C'est votre sang et votre sève et la moelle de vos os. C'est votre vie et votre chair. Criez, criez bien haut. Criez des entrailles des bêtes dans la forêt, du poisson dans l'eau, ils vous ont dévoré. Criez dans la fournaise, criez grands et petits. Je veux entendre un hurlement, un cri de douleur, une clameur. Crie, peuple juif assassiné. Crie, pousse ton cri. N'appelle pas les cieux, ils t'écoutent comme la terre, tas d'immondices. N'appelle pas le soleil, sourd falot. Je voudrais l'éteindre, comme on écrase la mèche d'une bougie dans une grotte de bandits. Mon peuple, tu m'éclairais, tu étais ma lumière. Venez tous de Treblinka, de Sobibor d'Auschwitz, de Belzec, venez de Ponary, venez des autres camps, encore et encore, les yeux béants, le cri figé, un cri sans voix. Venez des marécages, venez du fond des boues, venez des mousses putrides. Apparaissez à mes yeux, vous tous, venez, je veux vous voir, je veux vous regarder, je veux jeter sur mon peuple assassiné un regard aveugle, un regard sourd, et je chanterai. Oui, à moi la harpe, je chante. 1943. Et pour terminer sur la langue,
Voilà ce qu'écrit Gladstein. C'est très court. Nous avons déjà perdu tous nos mots. Les bouches bégayantes se sont presque tues. Le sac à héritage est vide. Où chercher le bruissement béni de la promise joie? Les grimaces de nos enfants sont une langue étrangère qui nous nargue. Et dans l'obscurité, nous inventons des paroles, éclats qui s'éteignent. Et leur sens devient cendre, et leur sens devient cendre. On voit qu'on passe du cri au silence. L'un de vos maîtres, H. Laevik, incarne en grande partie cette poétique du silence. Et nous allons encore avoir recours à la parole de Dominique pour ce poème qui s'appelle Ma prière. Ma prière. Je ne sais à qui la porter, ma prière, mais je la porte. Je ne sais à qui la dire, ma prière, mais je la dis. Elle se glace sur mes lèvres, ma prière, mais je la porte. Elle prend vie dans un éclat de colère, ma prière, mais je la dis. Elle se brise tant de fois en débris, ma prière, mais je la porte. Elle s'élève sur 6 millions de tombes, ma prière, mais je la dis. Elle sombre et se lamente sans parole, ma prière, mais je la porte. Vers celui dont je ne sais s'il entend, ma prière, mais je la dis. 1955. Ce qui est bien avec la poésie, c'est qu'on n'a pas envie de parler après. Absolument. Je crois que, en ce qui me concerne, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais il faut lire dans la langue de personne, qui est vraiment un essai tout à fait majeur sur tout ce que j'avais à dire ici ce soir, je dis le reste dans ce que j'ai écrit. Et voilà, et je vous remercie de votre écoute que j'ai sentie très forte. Alors on n'a pas tout à fait terminé, parce que des ténèbres, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant d'aller vers la lumière. Et cette lumière, elle apparaît d'une façon très belle et singulière, là aussi, dans Vienne la nuit. Avant la nuit. Avant la nuit. Vienne avant la nuit, pardon, excusez-moi. Vienne avant la nuit, votre film, qui est aussi un livre disponible aux éditions POL, qui dit quelque chose de ce film, et on a extrait un petit texte. Dieu a inventé les ténèbres pour que l'homme puisse connaître le repos. Mais pas seulement. C'est aussi, dit-on, pour permettre aux hommes de créer une autre lumière afin de prolonger celle du jour. C'est pourquoi je fabrique des chandeliers, destinés, lorsque le soir arrive, à maintenir la lumière d'une chandelle. Cette lumière est fragile, tremblotante, elle est menacée par le moindre souffle, et c'est pourquoi il faut la protéger, même si elle n'a pas la pureté de la lumière divine qui illumine toute chose sur la terre. C'est le grand-père, l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, enfin, c'est pas lui qui a écrit ça. Allumeur de réverbère. Mais il a fait allumeur de réverbère et c'est lui qui a Fabricant de fait chandeliers. Voilà. Et c'est lui dont vous allez chercher les traces. Oui, que j'ai pas connu, Voilà. puisqu'il est mort en 29 à Vienne, 2 ans avant ma naissance. Mais comme j'ai une photo de lui, c'est comme si je l'avais connu et qu'il m'avait transmis quelque chose. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un repas à la maison et que les amis sont là, les 2 chandeliers faits de sa main que j'ai encore, je les allume. Eh bien, je trouve que c'est une très belle parole de fin pour ce moment que vous nous avez accordé.
pour toutes les histoires que vous nous avez apportées et tout ce qui nous nourrit à votre contact et au contact de vos livres. Merci infiniment Rachel Hertel, merci beaucoup Robert Vaubert. On a hâte de lire le deuxième volet de cette adresse à Pierre Dumayet, qui est vraiment un livre enchanteur et un livre puissant qui laisse une trace très profonde. Merci beaucoup Dominique pour ces lectures très inspirées.